16h46. Dans la famille, chaque jour, un expert de marché vient disrupter les scénarios, contrarier le consensus. C'est Andrea Tweni pour Saxo qui nous rejoint aujourd'hui et en fil rouge puisqu'il était aussi avec nous il y a une heure. Rebonjour Andrea. Rebonjour. Welcome back. On se projette sur l'année prochaine, sur 2026, et les signes noirs, les fameux signes noirs, ces imprévus qui pourraient disrupter tous les scénarios de marché l'an prochain. Vous les publiez chaque mois de décembre, les signes noirs de l'année suivante. Vous en proposez 9 pour 2026. Alors on en a évoqué 3 tout à l'heure, c'était à 15h40 et c'est à retrouver en replay d'ailleurs sur l'application BFM Business. Franchement, ça décoiffe, vos scénarios. Et le problème, c'est que aucun des scénarios n'est vraiment impossible. Chacun trouve son taux de probabilité au-delà de 0. Et si ne serait-ce qu'un seul des scénarios venait à advenir, à se produire, ce serait un chamboulement total pour les marchés. On va donc se lancer dans vos autres signes noirs de l'année prochaine. Vous êtes prêts ? Avec la France. La France en 2026. Je l'adore celui-là. Oui. Je l'adore. Il est merveilleux. Ça tâche bien là. Tenez-vous bien votre fauteuil. C'est extraordinaire. C'est parti. La France en 2026 pourrait être un signe noir. Expliquez-nous. Et oui. La France en 2026 pourrait être un signe noir et si on regarde attentivement, c'est peut-être le signe noir qui pourrait avoir le plus de probabilité de se réaliser. En tout cas, c'est pas celui qui est le plus délirant. Le scénario, il explique que la France serait réveillée par les marchés financiers, entre guillemets. Les marchés financiers prennent le pouvoir du Premier ministre et donc forcent la France à prendre des décisions et des mesures structurelles qu'on attend depuis des années pour essayer de rétablir un peu une situation économique concevable. Cette situation, elle commencerait avec une adjudication ratée, donc une adjudication qui ne trouverait pas de demande par rapport à l'offre du coup qui est proposée, et donc du coup ça déclencherait un phénomène de panique sur les marchés. On aurait une hausse rapide des rendements obligataires. On est légèrement en dessous de 3,5% aujourd'hui, on passerait à 6%. On aurait un spread France-Allemagne qui toucherait les 400 points de base, et puis on aurait aussi une explosion des CDS souverains. Donc du coup, pas d'autre solution pour la France que de réagir. Réagir dans l'urgence, c'est jamais bon. Donc du coup, ça voudrait dire de l'austérité et des mesures du coup qui seraient prises à la hâte par le gouvernement pour essayer de rassurer les marchés, à savoir donc du coup gel des dépenses publiques, révision des prestations sociales, privatisation et bien sûr réforme des retraites. C'est un sujet qui nous plaît beaucoup en France. Donc du coup, c'est des mesures qui viseraient à restaurer la confiance des marchés. Point quand même négatif pour la France, c'est vrai que la BCE intervient de moins en moins, le PEPP n'existe plus et du coup la Banque Centrale Européenne choisirait dans ce scénario de rester en retrait en attendant d'avoir des réformes claires de la France. Ce scénario, il nous rappelle un petit peu celui de l'Angleterre et du mini-budget Liz-Truss, qui a été un peu moins dramatique que les chiffres qui sont exposés ici, mais qui a quand même été un mini-crack pour les gilts anglais, et qui a eu du coup des conséquences assez négatives. Sauf qu'eux n'avaient pas la BCE. Eux avaient l'intervention de la Banque d'Angleterre. Ils n'avaient que la Banque d'Angleterre. Mais alors vous dites, si la France se retrouve réveillée par le marché, si les marchés financiers obligent à un changement de Premier ministre, la BCE pourrait ne pas agir. C'est-à-dire que ce serait effectivement un gros disrupteur pour nous Français, un grand signe noir bien sûr, mais pas forcément la cause d'une chute de la zone euro. Si c'était un risque, la BCE agirait et viendrait sauver la France dans ce cas-là. Exactement. Dans un premier temps, dans le scénario, on limite, donc du coup on aurait limite down sur le CAC, donc ça veut dire que les contrats futurs, eux, ils toucheraient du coup la limite autorisée de cotation, ou en tout cas de mouvement sur la journée. On aurait un euro-dollar qui reviendrait quand même à la parité sur une période très court terme où il y aurait du coup une réaction en chaîne. Mais pour le moment, en tout cas à court terme, la BCE, elle préférerait dans ce scénario rester en retrait, attendre une réaction du gouvernement français, des mesures claires, nettes et surtout crédibles pour redresser la situation. Une fois ces mesures présentes, là, elle accepterait de jouer le jeu et de venir au soutien des marchés. Moi, j'avais juste une petite question pour les auditeurs ou téléspectateurs qui ne sont pas forcément à l'aise avec les mécanismes de marché. C'est quoi le limit down ? C'est à partir de quand que le CAC ne cote plus ? Alors, c'est fixé par la place boursière. C'est Euronext qui fixe une limite haute et une limite basse. À partir du moment où on atteint ce niveau il peut varier. Une fois que ce niveau est atteint, ça veut dire qu'on suspend la cotation, le temps de vérifier les mouvements, les transactions qui ont été faites et essayer de ramener un certain équilibre de marché pour éviter justement d'avoir un décrochage trop sévère. Quelle probabilité que ça arrive ça ? Les marchés réveillent la France, obligent à un changement de gouvernement et finalement mettent la France devant ses responsabilités sans aide de la BCE privilégiant elle aussi, va laisser la France se débrouiller pour qu'enfin elle se réforme et s'assainisse. Quelle probabilité que ça arrive d'après vous ? Sabrina ? Ça c'est arrivé déjà aux États-Unis où Trump, c'est le marché obligataire qui l'a un peu réveillé. Vrai, oui. Et puis le scénario décrit par Andrea et les équipes de Saxo, on l'a déjà vu en 2012 avec les pays du Club Med, l'Italie et aussi
l'Espagne et bien évidemment. Mais on dit tous les toujours pays. la France, c'est pas pareil, c'est too Non. big to fail. Sauf qu'ils ont osé aussi bouger Donald Trump. C'est ça. Voilà, c'est too big aussi. Et ça n'a pas empêché le marché de faire la loi. Là. Alors, Quelle probabilité que ça arrive? Oui. allez, je dirais 60. Ah, t'y crois Allez, alors? Tu allez. penses que ça va arriver? 60%. Allez, moi je suis comme ça, allez, je suis joueuse. Waouh. Combien, bon. Antoine? Moi, je mettrais, allez, 30% pour réveiller un petit peu la belle endormie. Non, il y a plusieurs choses. C'est vrai qu'on a parlé de l'instant Liz Truss avec le Royaume-Uni qui a connu 48 heures de vraie grosse crise. Ouais. Nous, on n'a pas de fonds de pension. On n'a pas ce risque systémique-là qui nous met en échec et mat. Et là, effectivement, Liz Truss, elle avait qu'à retirer son plan. Il n'y avait pas d'autre solution. Et puis, on a deux avantages. On a un pays qui sait très bien collecter l'impôt. Ouais, mais jusqu'à quand, en fait? Jusqu'à quand il y a le consentement à l'impôt? Évidemment, parce que là, on a le mur de flou. L'autre truc qui nous sauve, c'est qu'on a d'excellents traders à France Trésor qui arrivent à très très bien caser notre dette. Et je dirais, on a l'avantage de nos inconvénients, c'est-à-dire qu'on a un rendement qui est quand même super appétissant pour un pays qui a quand même notre track record niveau dette. Mais voilà, faut se réveiller. Un incident de crédit et une adjudication qui part, ne serait-ce qu'un tout petit peu mal. Là, c'est un signal désastreux. D'autant qu'il y aura un grand changement l'an prochain pour nous, Français, parce que c'est vrai que les marchés se sont toujours délectés de la dette française. Les Allemands aussi vont émettre de la dette, autant que nous. Ça va nous rendre un tout petit peu moins appétissants. Ouais, aussi, Voilà. Il y aura davantage d'émissions de dette l'année prochaine que ce qu'on a connu cette année. Donc, du coup, beaucoup plus de stress pour le marché. Et la vraie question qu'on peut se poser aussi sur la France, tout à l'heure, Guillaume, vous avez dit too big to fail, mais c'est aussi too big to save, potentiellement, la France. Et donc ça peut être une question qu'on peut se poser jusqu'à dans quelle mesure on peut vraiment sauver la France si jamais il y avait un vrai choc obligataire. Les signes noirs de l'année 2026, ces scénarios peu probables, mais loin d'être impossibles. Un autre signe noir, alors beaucoup plus léger, que vous identifiez chez Saxo pour l'an prochain. Il est chouette celui-là. Taylor Swift, oui, Taylor Swift. Et alors Travis Kelce, on dit ça? Travis Kelce, je suis un peu. C'est le joueur de Kansas City. Oui, exactement. C'est ça, ouais, c'est ça. Bon, Travis Kelce et Taylor Swift se marient en 2026. Faisons un rêve. Et leur mariage dope la croissance mondiale. Vous êtes sérieux? Tout à fait. Alors le mariage, lui, il est prévu, donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Ce signe noir, ou en tout cas ce scénario, il aurait deux aspects. Un aspect purement sociétal. Donc ce mariage, il aurait des conséquences directes. Donc ce mariage, il se suivrait par une annonce d'une naissance. Et donc du coup, une décision d'un couple superstar aux États-Unis. On a déjà parlé de Taylor Swift qui pouvait influencer potentiellement la politique américaine. On en a parlé pendant l'élection de Trump. On en a parlé à plusieurs reprises de son impact sur la société américaine et surtout sur les jeunes. Et donc du coup, ce qui est intéressant dans ce phénomène, dans ce scénario et l'aspect sociétal, c'est en gros de dire que ce couple-là déciderait, suite à l'annonce de la naissance de leur enfant, de se mettre en retrait, de se retirer un petit peu de cette vie de projecteur qu'ils ont aujourd'hui, d'aller vivre dans le Midwest un petit peu au calme, loin de New York et Los Angeles, et d'avoir une présence en ligne beaucoup moins importante, c'est-à-dire de quitter un peu les réseaux sociaux, d'interdire à leurs enfants d'avoir des écrans avant l'âge de 12 ans, donc vraiment de changer complètement la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Ils deviennent amish. Non, je plaisante. Ouais, pas à ce point, mais en tout cas adopter un rythme de vie complètement différent, loin des projecteurs, loin de ces réseaux sociaux, loin de ces écrans. Et donc du coup, ça va favoriser un mouvement de déconnexion numérique et ça va changer un petit peu l'aspect de la vie familiale telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et il y a une grosse influence de Taylor Swift. Donc si elle prend cette décision-là, on peut imaginer que beaucoup de ses fans pourraient suivre du coup ce chemin-là. Et du coup, la conséquence derrière que ça, au-delà de la société, c'est qu'on aurait évidemment des sociétés du coup de réseaux sociaux, toutes ces sociétés technologiques qui sont ancrées dans les réseaux sociaux. On pense à Meta, Google par exemple, qui seraient peut-être un peu plus en retrait, qui vont souffrir un petit peu de ce changement de société. Et à l'inverse, par contre, ça va relancer la croissance. Ça va relancer la croissance dans des secteurs de l'économie réelle, l'immobilier par exemple, tout simplement aussi, pourquoi pas, bricolage, décoration, construction, tous ces secteurs-là qui pourraient du coup profiter. On parle quand même dans le scénario d'un point de croissance qui pourrait être gagné par an. En cas de changement de ce paradigme sociétal. Ah bon? Et donc du coup aussi un changement démographique gagné. Parce qu'une hausse de la natalité. Oui, tout à fait. D'accord. Paradoxalement, parce qu'on pourrait se dire, attends, au contraire, on casse le modèle le système technologique dans lequel on est en train de se précipiter, on casse, ça va faire moins de croissance. Non, on peut le prendre par l'inverse et se dire, ça relancera la démographie, ça relancera la croissance. Et nos systèmes de retraite. Est-ce qu'on doit miser sur Taylor Swift pour sauver le système de retraite alors et son mariage? Faible probabilité quand même. Faible probabilité. En tant que le mariage, ça c'est sûr, elle va organiser 3 enterrements de vie de jeune fille. Elle est vraiment au taquet sur son mariage. Par contre,
Bon, sur ce Changement point-là, de société, ça paraît plus difficile. Ça paraît un peu plus difficile, même si les Swifties sont assez puissants. Antoine est un Swiftie, Power Swiftie, Antoine. Ouais. N'importe quoi. T'aimes pas Taylor Swift? Je serais incapable même de te citer une chanson d'elle. C'est elle qui chantait Shake It Off? Oui, c'est ça. Ah oui, j'en connais une. Oui, voilà. Oui, Voilà, oui. ma fille qui écoutait ça à un moment, ouais, mais bon, je sais juste les blagues sur elle, que de toute manière, pour aller à l'épicerie du coin, elle prend son avion d'affaires, tout ça. Ça stimule l'activité économique. Puis c'est pas faute de l'avoir dit quand elle était en tournée, de voir que, un petit peu comme Mansa Moussa Keïta, elle passait quelque part, il y avait un surcroît d'activité économique autour de ça. Et ça, je veux bien le croire. Maintenant, Oui. ouais, De là à renverser la table et de provoquer, là à refinancer le système de retraite. Ouais, c'est ça, là, non. Je sais pas. Imaginez, ouais, mais c'est marrant, il est marrant ce signe noir quand même, Oui. parce que là on est quand même Oui, dans l'influence, non, mais oui, clairement puis- dans l'influence poussée à l'extrême. Un autre signe noir, allez, un petit dernier. Alors tout à l'heure vous nous parliez de la Chine qui pourrait, pourquoi pas, adosser son yuan offshore à l'or. La Chine n'arrête pas d'accumuler de l'or. Est-ce qu'elle cherche à terme, pourquoi pas, adosser son yuan à l'or? C'est un signe noir que vous identifiez pour 2026 et ça participerait de la dédollarisation du monde. On en parlait tout à l'heure dans la bourse cash, c'est à retrouver la bourse cash en replay. Et puis un petit dernier là pour la route, Andrea a parlé d'intelligence artificielle. Dans vos signes noirs, une entreprise désignerait à sa tête un modèle d'intelligence artificielle en 2026. Exactement. L'intelligence artificielle qui prend le rôle du CEO, président directeur général d'une entreprise et qui du coup serait à la tête des décisions qui seraient prises par cette entreprise. Alors à quelques conditions. Déjà, cette intelligence artificielle, ça serait une intelligence artificielle développée en interne. Il y aurait aussi des garde-fous. Ça serait du coup le conseil d'administration qui gérerait les décisions prises par intelligence artificielle et qui aurait, le président du conseil d'administration, un droit de veto. Et aussi, autre point quand même important, il y aurait un co-CEO qui serait cette fois-ci un humain et qui pourrait aussi contrôler les décisions prises par cette intelligence artificielle. Mais ce qu'on se rend compte dans ce scénario, c'est que l'intelligence artificielle poussée justement à son paroxysme, de là à la mettre à la tête d'une société, ça peut fonctionner. Parce qu'elle a une capacité justement à analyser quotidiennement des millions de données de statistiques propres à l'entreprise et donc du coup améliorer la performance, les délais de livraison, les pertes, les marges. Et donc même si au départ il y avait beaucoup de critiques, notamment venant des syndicats, des régulateurs, des critiques sur des questions éthiques notamment, de perte d'emploi, des mesures sociales qui auraient pu avoir des conséquences graves, au final il y a eu des résultats probants dans ce scénario. L'initiative a été adoptée par d'autres entreprises où la vision humaine, en gros, est exécutée par l'intelligence artificielle. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Et donc, du coup, ça fait peut-être un peu moins peur dit comme ça. Mais en tout cas, les conséquences que ça aurait directement sur les marchés, c'est une forte croissance pour les entreprises d'infrastructure, intelligence artificielle, cloud, gouvernance technologique. Et par contre, ça créerait beaucoup de changements pour tout ce qui est assureurs, auditeurs, qui devraient du coup revoir un petit peu leur modèle et s'adapter du coup à ce nouveau phénomène. Imaginez une entreprise désigne un modèle d'IA à sa tête. Moi, j'adore l'idée des PDG qui manifestent en disant non mais oh, on est tous à la rue maintenant. Écoute, non mais alors je vais être un peu provocateur. Ouais. Je suis même curieux que c'est pas été testé, expérimenté. Personne Sur une assez petite fou. société. Personne n'est assez fou, Antoine. Bah oui, mais ça. À la limite, il faudrait peut-être un CEO avec un co-CEO qui soit une intelligence artificielle. Un CEO humain et un co-CEO. Chef de cabinet pour un CEO qui pourrait être une un chef de intelligence cabinet, artificielle. ouais. L'Albanie Ça, l'a j'y bien fait. Ils ont un ministère des comptes publics qui est 100% une intelligence artificielle et 100% incorruptible. Wow. Ouais. En Albanie? Ouais, vous pouvez lire le papier de Tech & Co à ce sujet. Ah, c'est génial, effectivement. Et En revanche, notre réalisateur, c'est pas une intelligence Voilà, c'est pas une artificielle. IA, voilà, il nous rappelle. Ils ont 2-3 soucis de corruption, en l'occurrence en Ouais, on Albanie. peut pas le- Ils frappent à la porte de l'Union européenne. Ouais, il y a des sujets là-dessus. Alors, est-ce que l'IA les amènera jusqu'à l'UE? Merci de nous avoir accompagnés.